Et si ce podcast était le début de votre nouvelle vie? Bienvenue sur Français dans le monde, le média de la mobilité internationale. Je suis Gauthier Seiss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Sullivan Bennetier. On part en Andalousie. On part en Andalousie, mais pas seulement, dans le reste du monde aussi, parce que mon invité a eu pas mal la bougeotte. Il a vraiment eu envie de découvrir le monde et son parcours va nous le prouver. Bonjour, bienvenue Sullivan. Bonjour Gauthier, merci beaucoup pour cette interview et ce temps de Eh bien, partage. merci de m'avoir énervé en rappelant qu'il y a quelques jours encore, tu te baignais parce qu'il fait très beau dans le sud de l'Espagne et que c'est un endroit très agréable à vivre, hein. On peut le rappeler à chaque fois. Ouais, le Malaga, c'est 300 jours de soleil par an, mais même ce que je te disais justement avant, c'est que alors, je suis tombé amoureux de cette terre, de l'Espagne, je suis tombé amoureux de ma compagne avant tout, d'où l'Andalousie justement, d'où l'Espagne, mais il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour le soleil, la mer, la gastronomie, etc. Mais moi, c'est avant tout pour les gens. Très sincèrement, je suis tombé amoureux de ce peuple, finalement, de sa culture, de ses artistes, de sa langue que je ne parlais absolument pas lorsque je suis arrivé à Grenade. Grenade, c'est un mot un peu, on le disait avant, un mot un peu enchanté. Il y a des pays ou des villes comme ça dans le monde qui ont des noms enchantés. J'ai pu aller, par exemple, en Argentine, en Birmanie, à Madagascar, on en reparlera simplement par cet enchantement du nom, sans savoir vraiment ce qu'il y avait derrière. Et Grenade, ça a été un petit peu la même chose. Je suis arrivé là, il y a quelques années, il y a 6 ans exactement, et l'enchantement a eu lieu puisque je suis vraiment tombé amoureux de cette terre-là. Mais de base, l'Espagne, c'était trop près. Tu voulais aller un peu plus loin, découvrir le monde. Tu quittes ta région natale. Tu es originaire de Roanne, que l'on connaît pour son restaurant étoilé, hein, Trois Gros. Tu n'es pas très loin de Saint-Étienne. Assez vite, tu prends tes études et l'occasion de faire un Erasmus, comme souvent sur la radio des Français dans le monde. L'Erasmus, c'est le déclic pour découvrir l'international, apprendre l'anglais, s'ouvrir sur le monde. Tu m'as dit que c'était le début de tout, cet Erasmus. Absolument, en fait, voilà, comme tu l'as dit en prélude de ce podcast, voilà, j'ai souvent eu la bougeotte, en fait, et j'ai voulu, en fait, très rapidement faire prendre l'air à mon ennui. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller voir un petit peu ce qui se passait ailleurs, pour découvrir aussi qui j'étais, hein, qu'est-ce que c'était que d'être français aussi, comment les gens vivaient, comment les gens respiraient, pensaient, loin de chez nous. Alors, je ne suis pas parti très loin dans un premier temps. Je suis parti en Angleterre. Je me suis retrouvé à Huddersfield, dans le Yorkshire, l'Angleterre profond, où j'ai là aussi appris l'anglais sur place, parce que comme tout bon Français qui se respecte, j'avais un niveau de langue particulièrement médiocre lorsque j'avais 20 ans. Et ça a été le déclic, effectivement. Il y a quelque chose qui est né en moi, une volonté de vivre autrement, en fait. Et comme tu l'as dit, Erasmus, c'est certainement la plus belle chose qu'ait fait l'Europe, en tout cas. Et il y a d'ailleurs eu énormément de bébés Erasmus qui sont nés dans la foulée. Et je me suis dit un cas précis. Et voilà, je suis revenu après cette année passée en Angleterre avec l'envie d'aller encore beaucoup plus loin. Alors, tu vas imaginer un concept, un projet culturel, éducatif, solidaire. Tu vas prendre ton sac à dos et le 7 mars 2006, tu vas prendre la route du monde, Afrique, Amérique du Sud, Océanie, Asie, Europe de l'Est. On est dans une période où on n'a pas vraiment de téléphone portable. Ton meilleur ami, c'est une carte du monde. Et là, tu voulais voir du pays, tu vas en voir, hein, tu vas te promener. Oui, parce que je suis rentré finalement de cette année d'Angleterre. Alors, j'ai terminé mes études dans la douleur, hein, des études de gestion, d'économie, qui finalement m'auront servi plus tard pour gérer une alliance française. Mais c'est vrai que je me reconnais plus dans ces études à la fin et je décide en fait de créer un projet moi-même, projet éducatif et solidaire. J'ai commencé à lever des fonds et créer une association, travailler dans des écoles de manière bénévole dans la Loire et la Saône-et-Loire. Et j'ai décidé d'aller dispenser ces ateliers-là en fait dans le monde entier, dans une quinzaine de pays pendant un an, 7 mars 2006, 7 mars 2007, et j'ai démarré cette aventure au Mali. Au Mali, j'ai remonté tout le Mali, redescendu le Burkina Faso, des zones malheureusement où il est très compliqué maintenant d'aller. Et ensuite, je suis parti en Amérique du Sud. On a mentionné l'Argentine, mais aussi le Chili, la Bolivie. La Bolivie est importante Eh oui. parce que c'est justement en Bolivie que je découvre les alliances françaises. On y reviendra peut-être. Et ensuite, Océanie, Asie du Sud-Est, et je termine par l'Europe de l'Est euh, qui est souvent oubliée des tours du mondistes. Et
Et donc, j'ai terminé en Roumanie jusqu'en Pologne pour rentrer à Lyon en mars 2007. Et comme tu l'as dit, je suis parti avec aucun moyen de communication, hein. J'allais appeler, je me souviens, ma grand-mère dans les locutorios avec des pièces, etc. Enfin voilà, ça a énormément évolué. Le voyage s'est démocratisé, mais à l'époque, il y avait assez peu de gens finalement qui partaient comme ça, sac à dos, avec franchement deux pantalons, trois slips. Et très régulièrement, alors, j'ai dormi chez les gens principalement, c'était ça ma volonté. Mais j'ai aussi dormi dans des gares, notamment en Roumanie, dormi dans la rue aussi parfois. Je suis vraiment parti avec très peu de moyens. On a fait un dossier sur c'était comment l'expatriation avant Internet. Je t'invite à écouter ces podcasts. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Tout ça, c'est quand même pas mal simplifié. Tu rentres de ce périple en sac à dos, tu écris un livre qui va être publié. C'est pas mal, tu te promènes pour faire la promotion et ça prolonge un peu l'expérience. Mais la France, ça va être trop étroit pour toi, une envie de repartir. Tu réponds à une offre pour un volontariat international, direction Madagascar. Ça se passe bien, tu arrives là-bas en plein coup d'État. Cool, hein? Oui, absolument. Et pourquoi je pars à Madagascar? Parce que pour revenir à la Bolivie, c'est que pendant mon périple, justement, euh, j'arrive dans la ville de Sucre en Bolivie et je rencontre justement des Français dans la rue qui me disent bah, qu'est-ce que tu fais ce soir? Il y a un concert à l'Alliance française et je ne connaissais absolument pas le réseau des Alliances françaises, comme beaucoup de Français d'ailleurs. Et j'arrive dans ce petit bout de France, justement très loin de notre pays, et là il y a eu un déclic, un autre déclic, c'est-à-dire qu'il y avait aussi alors, des Français, des francophiles, des francophones, et surtout des locaux, en fait. Et il y a une espèce de fusion, il y a une espèce d'énergie, en fait, dans cette soirée-là, qui m'a frappé. Je suis passé à autre chose, et quand je suis rentré en France suite à la publication du livre, c'est revenu, en fait, finalement, parce il fallait manger, il fallait que je trouve un emploi. Et donc, j'ai mis un peu tout dans une boîte, c'est-à-dire que mon appétence pour l'étranger, la découverte de l'ailleurs, la diversité, l'éducation, la culture en général, j'ai mis ça dans une boîte, j'ai secoué et ça a donné l'Alliance française en fait. Et j'ai postulé, j'ai été pris très rapidement et j'ai été, comme tu l'as dit, catapulté à Madagascar. Je suis arrivé en plein coup d'État. Et donc, ma première semaine a été particulière puisque je suis arrivé à Antananarivo, la capitale. Et donc, la première semaine, j'ai passé une semaine de formation, volet fermé, ça tirait dans la rue de l'Alliance française. Et au bout d'une semaine, j'ai pu rejoindre la ville d'Antsirabe, où j'ai dirigé la très, très belle Alliance française, qui faisait partie des belles alliances françaises de ce pays, puisqu'il en existe beaucoup, une trentaine au total. Et littéralement, j'ai appris le métier sur place. Ensuite, tu vas vivre 4 ans assez challenge dans une alliance française en Tanzanie, puis tu vas ensuite te rendre quelques temps à New York. Tu rentres en France le jour des attentats du Bataclan, sois le bienvenu dans ton pays natal. Tu vis quelques temps à Rouen. Alors, entre deux, l'histoire, c'est l'amour, comme souvent. Tu auras rencontré au cours de ton périple une belle Espagnole qui a envie de revenir s'établir en Espagne. Tu vas dire chiche, pourquoi pas, et tu t'installes donc à Grenade en famille. Là, ce sera un coup de cœur pour l'Espagne. Tu t'y étais pas tellement intéressé et finalement, tu constates que l'histoire commune entre nos deux pays sont une histoire de haine et d'amour. Tu aimes toute cette découverte finalement. Absolument. Je ne connaissais rien de l'Espagne avant la rencontre avec Mafalda, ma compagne, et parce que j'ai toujours été attiré par les ailleurs lointains, encore une fois la Birmanie et l'Espagne. Voilà, nous sommes voisins. Je ne suis jamais allé en Allemagne, par exemple, et je ne connaissais rien de l'Espagne. Voilà, mis à part les quelques clichés, et on en reparlera d'ailleurs des clichés parce qu'on est loin justement de cette Espagne-là. Moi, la paella, la corrida, etc. Moi, je ne la vis pas au quotidien. Et, et c'est intéressant ce que tu dis, justement, ce rapport que j'ai découvert avec ma compagne et en vivant sur place, ce rapport, cette histoire d'amour et de haine entre nos deux pays. Alors, d'amour, parce que depuis l'Espagne, en fait, la France a toujours été vue comme le grand frère, le pays des droits de l'homme, le pays riche culturellement. Ça a toujours été un modèle, même si les Espagnols, attention, sont bien conscients de la situation de crise que nous vivons aujourd'hui, hein. Il y a toujours, il y a toujours des étoiles dans les yeux quand on parle de la France avec les Espagnols. Étoiles dans les yeux, mais aussi, alors le terme haine est très fort, trop fort d'ailleurs, mais on ne s'est pas toujours bien comporté, la France avec l'Espagne, à commencer par la France napoléonienne, hein, qui a envahi l'Espagne, déclenchant ainsi, comme vous le savez, la guerre d'indépendance. Il y a eu aussi
pendant la guerre civile, ce mouvement qu'on appelle le mouvement de la retirada, c'est tout simplement un demi-million d'Espagnols qui fuient la dictature de Franco et qui traversent les Pyrénées les pieds dans la neige et qui sont finalement très mal accueillis et qui sont parqués sur des plages d'Argelès en plein hiver. Donc des milliers de personnes vont mourir. Ces personnes-là sont parfois enrôlées dans la résistance française. Il y a des histoires comme ça méconnues. Le premier bataillon qui libère la France, enfin qui monte sur les Champs-Élysées à la Libération, c'est un bataillon espagnol qui a été mis en avant justement par Anne Hidalgo, qui en a créé justement un square à Paris. Il y a eu aussi des tensions entre les agriculteurs français et espagnols pour des raisons de coût de production et des tensions sportives. Moi, j'ai appris sur place que Rafael Nadal, par exemple, avait été hué sur ses premières années à Roland-Garros. Nous, toi et moi, Gauthier, on en a parlé un petit peu avant, on ne connaissait pas cette histoire, mais je peux vous assurer que les Espagnols, tous les Espagnols, même quand j'ai des interviews à la radio, à la télévision, on me ressort cette histoire de Rafael Nadal, etc. Donc, on nous en veut un peu, mais c'est aussi à nous, Alliance française, de parler de ces thématiques-là, justement. Et d'ailleurs, l'Alliance française, on a présenté, il y a très peu de temps, une exposition sur ce mouvement de la retirada, de ce demi-million d'Espagnols qui a été malheureusement assez mal accueilli en France il y a de nombreuses années. Alors justement, dans le cadre du partenariat avec la Fondation des Alliances françaises, on m'a dit il faut absolument que tu échanges avec Sullivan. Tu es donc aujourd'hui le directeur de l'Alliance de Malaga, après avoir travaillé sur Grenade. Tu es notamment arrivé à Malaga parce qu'il y a un rendez-vous important, une fois par an. C'est un grand festival, l'édition du film francophone de Malaga. Tu peux peut-être me le dire en espagnol, ce sera plus joli. El Festival de Cine Francés de Malaga. Alors, Francés, en fait, c'est une marque, finalement, parce qu'on pourrait le traduire en Festival du film français de Malaga, mais en fait, c'est bien un festival du film francophone qui a pour but de promouvoir la qualité de la production cinématographique francophone, promouvoir aussi le dialogue culturel entre la France et l'Espagne, ce que font toutes les alliances françaises d'Espagne d'ailleurs. Et c'est aujourd'hui, ce festival est considéré comme le plus bel événement culturel francophone organisé ici sur le territoire espagnol. On vient de terminer la 31e édition et elle a accueilli plus de 16 000 personnes cette année. Et l'année passée, Juliette Binoche était présente pour les 30 ans. Bref, c'est un rendez-vous majeur, important, qui vient de se terminer. Comment ça s'est passé cette édition? Est-ce que vous avez directement décidé de vous attaquer à la 32e? Je suppose que oui. Alors effectivement, en fait, on n'a pas le temps de savourer. L'année dernière, on a finalement, pareil, Juliette Binoche nous a fait l'honneur de venir ici à Malaga. On lui a remis un prix honorifique, mais c'est vrai que dès le lendemain ou le surlendemain du festival, on passe directement à l'édition suivante. Il faut aussi rendre des comptes vis-à-vis de l'agent public qu'on peut recevoir, l'agent public espagnol d'ailleurs au passage. Mais c'est un très bel événement professionnel avec différentes sections, section officielle, court-métrage, documentaire, réalité virtuelle. On commence toujours avec une grande exposition qui a toujours un lien avec le cinéma et on termine par une grande soirée de concert avec des artistes émergents francophones en partenariat avec Sony Music France. Et cette année, on a eu la chance aussi d'inviter beaucoup d'artistes en fait francophones, une réalisatrice québécoise, Abdel Malik, qui est très connu en France pour la musique, pour sa musique, mais qui est aussi réalisateur, qui a réalisé son second film, qui s'appelle Fursi d'ailleurs, et que je vous invite toutes et tous à découvrir. Et nous avons tout un tas de jurys professionnels, jurys jeunes, jurys d'Alliance française, nous remettons des prix. Donc c'est un véritable festival de films professionnels, mais à la fois nous sommes des artisans, puisque nous sommes 3 à l'organisation de ce festival, ce qui est absolument, c'est ridicule, nous devrions être au moins 15 pour un événement de cette ampleur, mais le résultat, finalement, je crois, est plutôt pas mal. Sullivan, pour terminer, aujourd'hui, tu es basé en Espagne, en famille. Cette bougeotte que tu as eue depuis le début de ton parcours, ça s'est un peu calmé ou tu glisses de temps en temps à l'apéro avec madame? Est-ce qu'on n'irait pas quelque part? C'est une très bonne question. Alors, la vie fait que, l'âge fait que ces envies-là, peut-être, s'atténuent un petit peu, encore que, non, je pense que c'est plus la vie, le fait d'avoir des enfants. En fait, quand on a des enfants, vous le savez, beaucoup d'auditeurs le savent, il faut faire un pas de côté, voire 2, voire 3. C'est-à-dire que nous ne sommes plus la priorité. C'est-à-dire que j'ai vécu 15 ans d'extrême à partir, à sauter dans les avions en fonction de mon envie, etc. Et aujourd'hui, la priorité, ce sont nos enfants qui sont franco-espagnols. Et c'est vrai que leur stabilité est essentielle pour moi.
Ma compagne, la plupart des projets de ma compagne sont ici en Espagne aussi. Donc là aussi, c'est difficile de repartir, même s'il y a des opportunités, etc. Mais non, l'idée, c'est vraiment, on est bien ici. Je n'ai rien à reprocher à cette terre, à ces gens que j'aime profondément. Et c'est avant tout un projet familial qui fait qu'on reste aujourd'hui ici. Donc, on voyage énormément, bien évidemment, mais avec les enfants. Mais l'envie est là. Il y a une source de frustration énorme, hein, je ne vous le cache pas, des fois, quand on repense au passé et tout. Mais encore une fois, il y a un projet de famille qui est beaucoup plus fort que tout le reste. Eh bien, Sullivan, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Si vous voulez en savoir plus, notamment sur le Festival du film, je vous mets le lien en descriptif du podcast. Au plaisir de te retrouver. Tu parles avec passion et de ton métier et du monde. Ça fait plaisir. À très vite. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde. et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.